Bienvenue à tous. Donc, nous sommes là pour un webinaire sur le défi de l'intergénérationnel, comment en faire un atout pour votre cabinet. C'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur pour avoir expérimenté l'intergénérationnel au début de ma carrière, puis maintenant avec les plus jeunes et les plus âgés. Et suite à de nombreux retours d'avocats qui nous disaient que ça pouvait ne pas être évident, mais aussi enrichissant d'avoir des plus jeunes, des plus âgés, des juniors, des seniors avec différents moteurs et différentes façons de travailler au même endroit. Donc, nous avons invité Louise Dubisset, qui est à côté de moi. Merci Louise d'être là aujourd'hui. Louise a une expérience en entreprise et dans l'entrepreneuriat de 15 ans. Et donc, tu t'es reconvertie comme coach il y a quelques années avec une spécialité dans tout ce qui est intelligence émotionnelle. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Parfait. Donc, merci d'être là pour nous pour cette heure. Donc, nous sommes là jusqu'à 14h avec une session questions à la fin. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. Et moi, je suis ravie de t'écouter. Super, on démarre. Et comme tu disais, Pauline, je suis coach certifiée. J'ai fondé un cabinet de coaching et on accompagne les entreprises, les dirigeants, les entrepreneurs, les équipes, les organisations, les indépendants dans leur transformation et dans tous leurs défis. Et le défi intergénérationnel, c'est un défi qu'on rencontre très souvent parce qu'en fait, autour de nous, tout le monde dans sa sphère professionnelle est en interaction avec des gens des générations différentes, avec des représentants de toutes les générations. Et en fait, ça engendre parfois quelques incompréhensions parce que autant on a toujours eu des différences d'âge dans tous les secteurs, dans tous les métiers et depuis tous les temps, en ce moment, à l'époque actuelle, on remarque qu'il y a vraiment des grosses différences de valeurs, de centres d'intérêt, de modes de communication entre les générations, ce qui peut provoquer des crispations ou des conflits, ou en tout cas, ça représente un défi. Et donc, pour aborder ce défi, la première question que je voulais poser aux auditeurs, aux gens qui écoutent notre intervention, c'était de savoir s'ils ont conscience ou non, face à un client ou un collaborateur ou à un partenaire, d'adapter leur comportement à l'âge de leur interlocuteur. Voilà, c'est une question qui est une question ouverte juste pour faire venir les réflexions. Donc n'hésitez pas à répondre. Moi, je peux raconter une anecdote, mais je vais simplement ajouter que parfois, cette adaptation d'un comportement, elle est inconsciente. Donc voilà, on va voir si quelques personnes souhaitent répondre à cette question. Ah, on entend mon clavier. Alors, je ne taperai plus. Très bien. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, mais peut-être en attendant, tu peux raconter ton anecdote. Oui. Mon anecdote, elle est toute simple. Avant d'être coach, comme tu le disais, j'ai été entrepreneur. Et donc j'ai monté une start-up qui était incubée à Station F quand j'avais 38-39 ans. Et très clairement, à Station F, moi qui me sentais jeune à l'époque, je me suis sentie vieille. Station F, c'est un incubateur d'entreprise qui est à Paris, qui est l'un des plus grands incubateurs d'Europe, et c'est le temple du jeunisme. Donc, je suis arrivée à créer mon entreprise, et en fait, j'étais parmi les personnes les plus âgées, j'étais la seule maman, donc je me suis sentie vieille. Et aujourd'hui, en tant que coach, je suis pas tellement plus vieille qu'à cette époque-là, enfin, je me sens pas spécialement vieille, et il arrive fréquemment que je me sente trop jeune dans le regard des gens qui m'interrogent sur des prestations de coaching, parce que dans le métier de coach, c'est l'expérience, le nombre des années qui est très valorisé. Et donc, parfois, j'ai le sentiment d'être un peu une jeunette pour mes interlocuteurs. Donc voilà, ça montre en fait qu'en fonction du métier qu'on a, du lieu où on est, de l'environnement, les attitudes des personnes qu'on a en face de nous s'adaptent en fonction de l'âge. Alors, nous avons un retour, merci beaucoup. Oui, nous adoptons notre discours, une personne âgée, le respect, et envers le jeune, maternelle. Voilà, une réaction maternelle vis-à-vis d'un jeune, oui, ça c'est tout à fait fréquent. Et puis, le fait d'avoir du respect pour les personnes âgées, bravo à la personne qui répond, tant mieux, ça c'est bien, c'est très bien. Mais donc en fait, ces accompagnements, ces réactions qui sont naturelles et spontanées, en fait, elles correspondent à ce qu'on appelle des stéréotypes de génération. Donc là, voilà, on a mis un petit dessin un peu caricatural qui montre un senior qui dit en travaillant plus tu gagneras plus, et un jeune qui dit d'accord, mais pas les mercredis car j'ai sport, ni les vendredis, entre les bières et les potes c'est sacré, etc. Donc on a vraiment un dessin caricatural de stéréotypes de génération, et en fait on est tous touchés par ces stéréotypes de génération, et donc on va les balayer ensemble.
Évidemment que, on sera souvent tous d'accord pour dire les jeunes sont agiles, innovants, flexibles, enthousiastes, mobiles, technophiles. Peut-être que presque tout le monde sera d'accord avec ces mots, ces adjectifs. Et puis, on va en même temps peut-être être d'accord parfois pour dire qu'ils sont irresponsables, impulsifs, paresseux, impatients, ou attendez, Alors, désolé, nous sommes en train de chercher le setting. Est-ce que là, vous le voyez? Est-ce que vous voyez un écran avec marqué senior? Jeune senior? Oui, parfait. Très bien. Alors, est-ce que là, vous voyez un écran avec un dessin, avec marqué les stéréotypes de génération? Non, d'accord. Vas-y, mets-le pour qu'on voit. Et est-ce que là, vous le voyez? Oui, parfait, très bien. Donc oui, c'est toi qui as le contrôle. Très bien. Idéal, merci Je maître. croyais que je l'avais. Voilà, et donc on était en train de balayer des stéréotypes de génération. Les stéréotypes sur les jeunes, ils sont évidemment positifs et négatifs. On entend parfois que les jeunes sont irresponsables, impulsifs, paresseux, exigeants, distraits. Voilà. Ce sont des stéréotypes très classiques. On a les mêmes sur les seniors, c'est-à-dire qu'on valorise beaucoup chez les seniors leur expérience, on dit qu'ils sont loyaux, qu'ils sont stables, qu'ils sont compétents, très académiques, mais en même temps on dit qu'ils sont pas dynamiques, qu'ils n'aiment pas le changement, qu'ils sont autoritaires, conservateurs, dépassés, parfois même ralentis. Donc en fait, voilà, évidemment, ce sont des stéréotypes. On peut tous s'en défendre, mais en fait, on peut quand même constater que ces stéréotypes, ils touchent tout le monde, chaque génération, et aussi qu'on en est tous victimes et qu'on est aussi tous complices. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec ces automatismes, c'est des espèces de réactions naturelles et spontanées. Voilà. Et donc, on a notre part de responsabilité là-dedans. Donc, ce qui est important, c'est déjà de retirer ce côté culpabilisant et de faire un constat qui est très positif et de rétablir une vérité, c'est que le talent n'a pas d'âge. Donc là, on a une belle photo d'Arthur Rimbaud qui a été travaillé en intelligence artificielle, et donc on a relifté un peu pour que la photo soit très actuelle, mais voilà, il a écrit son plus beau poème quand il avait 16 ans, et il était au fait de sa carrière à 21 ans. Mais voilà, Marie Curie a eu son deuxième Nobel à 44 ans, Chateaubriand était près des 80 ans quand il a fini les Mémoires d'outre-tombe, Gustave Eiffel, il a fini la Tour Eiffel à 57 ans, Louis Pasteur a inventé son vaccin antirabique à 63 ans. Le talent n'a pas d'âge, il se développe en fonction d'un environnement où on peut apprendre, et puis en fonction d'une éducation à l'audace. Donc, partant de cette belle vérité qui permet de positiver, on s'aperçoit que l'enjeu de ce sujet intergénérationnel, c'est de réussir à profiter de ce qu'elle nous apporte, de la richesse, de la diversité culturelle qui est propre aux âges et des diversités pour en faire une opportunité de performance et d'innovation sociale. Donc, pour espérer arriver à ce but qui est quand même très ambitieux, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue en fait vis-à-vis des générations. Et donc c'est là où je vais reposer une question à notre public, c'est de savoir si vous avez conscience du nom de votre génération, si vous savez à quelle génération vous appartenez. On entend ces mots boomer, génération X, Y, Z. Déjà, est-ce que vous avez connaissance de la génération qui vous est attribuée? Moi, je peux répondre que je ne sais pas. Pourtant, on me l'a dit, je crois, mais moi, je ne sais pas. Alors, nous avons une participante. Alors, vous pensez savoir de quelle génération vous appartenez? D'accord. Très bien. Très bien. C'est des mots, en fait, dont on parle beaucoup, mais on n'a pas forcément conscience de la génération à laquelle on appartient, puis peut-être qu'on ne le sait pas, puis on n'a pas forcément envie non plus d'appartenir à une génération. Mais donc, on va regarder, en fait, les générations qui sont en présence au travail. On en distingue 4 principalement. Et la première, c'est la génération des baby-boomers. Donc les baby-boomers sont nés entre 46 et 64, donc ça veut dire qu'ils ont plus de 60 ans aujourd'hui. Donc ils sont nés, c'est la génération d'après-guerre. Ils sont suivis de la génération X, née entre 65 et 80. Donc les dates changent un petit peu selon les analystes et les sociologues, mais bon, en gros c'est ça. La génération X, c'est les plus de 45 ans, entre 45 et 60 ans, qui sont nés dans ce qu'on appelle la société du risque. Et puis on a la génération Y, qu'on appelle aussi les millénials, et qui ont entre 28 et 45 ans.
Et enfin, la génération Z, qui est née après 97, donc ils ont à peu près un petit peu moins de 30 ans. Donc on a ces 4 générations. Et donc là, tu pourrais me demander pourquoi je reclassifie par âge, alors que je viens de souligner que le talent n'avait pas d'âge. Et pourquoi? Merci de me poser cette question. Pourquoi c'est intéressant de savoir à quelle génération on appartient ou appartient notre interlocuteur? C'est en fait pour enrichir notre perception de son âge par des données qui sont des données sociétales, des conditions et du contexte dans lequel sont nés nos interlocuteurs. Donc, c'est-à-dire d'intégrer des données sociologiques aux données d'âge de nos interlocuteurs. Ça permet en fait d'élargir notre analyse et d'ajouter en fait un aspect culturel qui est acquis simplement par l'époque dans laquelle on est né. Donc, ça enrichit notre perception. Et ces 4 générations, elles sont donc très différentes sur beaucoup de points, évidemment, et on va aller regarder 3 axes qui font que ces différences sont très, très profondes. Et le premier axe, il est basé sur alors, excusez-moi. Une petite interruption. Donc, ce qui est intéressant d'analyser sur ces générations, c'est déjà qu'ils ont un mode de communication favori qui est extrêmement différent. Les baby boomers, ils aiment une communication structurée, systématique et face à face. Donc, c'est par exemple des entretiens de performance ou d'évaluation, et ils vont bien apprécier cette communication claire, structurée, très systématique. Tout le monde y passe. Voilà. C'est un référentiel qu'ils apprécient beaucoup. La génération X, elle, aime ce qui est clair, direct, transparent. Elle aime échanger en face à face, mais aussi par email. C'est une génération dont on sait qu'elle est sceptique, donc elle aime la transparence, les évidences. On a ensuite la génération Y qui aime aussi la transparence, mais qui veut être au courant des sujets de stratégie, la vision d'entreprise. C'est une génération qui est née dans ce qu'on appelle la société de l'incertitude, donc elle a besoin d'être rassurée sur le fait que son entreprise a une vision, a des valeurs, etc., et qu'il est intégré dedans. Et le mode de communication qu'il préfère, le millénial, c'est évidemment la communication instantanée, basée sur la technologie, donc avec des plateformes, par exemple, de messagerie interne. Et enfin, la génération Z, elle apprécie la communication informelle, interactive, la plus ludique possible, basée sur la technologie, les médias sociaux, donc quelque chose d'amusant, de non répétitif, de non formel, de ce qu'on appelle un peu gamifié. Voilà, donc là, on voit bien que quand on prend 4 personnes de ces 4 générations et qu'on les met ensemble et qu'on essaie de communiquer, on a déjà un sujet sur le canal de communication et un autre sujet sur juste le mode d'échange. On n'a pas les mêmes... on n'apprécie pas les mêmes manières de communiquer. Bon, une fois que ceci est intégré, on a une deuxième différence fondamentale qui est une différence de valeur. Donc là, on touche vraiment à ce qui motive profondément chaque génération profondément dans sa personne au niveau de son travail. Les baby boomers, ils valorisent énormément l'expertise, l'expérience, évidemment, ils en ont beaucoup, mais dans les échanges professionnels, ils valorisent aussi les connaissances institutionnelles, politiques, et évidemment la loyauté à l'entreprise. Donc ça, c'est dans leur référentiel de valeur. Si on touche à ce référentiel, on les attaque personnellement. La génération X, elle valorise énormément l'efficacité. Elle met en avant l'équilibre vie pro, vie perso, et la sécurité. L'entreprise est un lieu où ils doivent se sentir en sécurité. Donc, dans un contexte un peu menaçant, de crise, c'est cette génération-là qui va souffrir le plus. Les valeurs de la génération Y, ça touche surtout un environnement de travail qui se renouvelle, qui a un rythme rapide, qui est hyper connecté, où ils sont en toute autonomie et où ils peuvent exprimer leur créativité, où on a de l'innovation. Et ça fait une différence avec la nouvelle génération qui, elle, au lieu de l'autonomie, valorise la liberté, ce qui est encore autre chose, et pour qui c'est extrêmement important que la diversité, l'inclusion sociale soient respectées, et puis qu'on valorise un environnement d'inspiration entrepreneuriale, donc la créativité personnelle, voilà, tout cet esprit de liberté. Donc là encore, ces valeurs, si on les conteste ou si on les contraint, on est sûr d'attaquer vraiment ce qui fait la personne, sa motivation profonde.
Et ce qui est intéressant d'analyser, c'est ce troisième canal, c'est la relation de ces générations au travail. Les baby boomers s'attachent beaucoup à séparer la vie pro et la vie perso. Par contre, ils construisent des relations très solides au niveau du boulot, donc leurs collègues sont leurs amis souvent, voilà, et c'est des personnes qui sont importantes dans leur vie personnelle. La génération X, elle est partie sur la voie de l'indépendance, donc ils font ce qu'ils veulent, en fait, de ce point de vue-là. Mais ce qu'ils aiment au travail, c'est apprendre. Ils veulent apprendre à la volée, on met cette expression-là, ça veut dire qu'il faut que leur travail leur apprenne quelque chose et qu'ils aient la sensation de progresser. Ça, c'est essentiel pour eux. Et ils aiment aussi les environnements multitâches, donc ceux où on ne se limite pas à une seule tâche. L'important pour la génération Y, c'est de travailler en équipe, c'est de se faire des amis, de socialiser, et puis évidemment, c'est de trouver du sens dans son entreprise. Et enfin, la génération Z, elle veut vivre des expériences au travail, et si jamais elle n'en trouve pas, elle est prête à changer d'emploi. Donc elle a vraiment besoin que son expérience au travail lui apporte des expériences significatives. Donc impossible de s'ennuyer au boulot. Donc c'est intéressant, je ne sais pas si tu ressens, donc je sais que... Tout à fait, moi je suis tout à fait à Génération X, c'est exactement comme ça que j'aurais décrit. Voilà, tu te reconnais, tout oui. à fait, ouais. Et c'est vrai que les emails et les messageries, c'est que moi quand je reçois la messagerie interne, au début je l'utilisais pas, ça m'agressait. Je m'y suis fait, mais je préfère un email que je vais gérer au moment qui m'arrange. Donc c'est vrai que c'est amusant de voir ça. Ouais, et de comprendre surtout les autres, de voir un peu le... Voilà. Est-ce que donc quand tu travailles avec un collaborateur plus jeune, tu te sens dans la situation de faire l'effort de t'adapter, d'utiliser un canal de communication qui lui conviendrait mieux? C'est ce que je fais, parce que nous avons une messagerie interne qui permet de recevoir une demande, de devoir y répondre tout de suite. Donc oui, enfin, Voilà. j'essaye, mais on ne Voilà. fait jamais En fait, assez. Mais... Donc le fait d'en prendre conscience, en tout cas, ça permet de s'ouvrir et de comprendre que déjà, si on intègre ces différences, on peut travailler plus efficacement ensemble. Donc quels sont les défis qui sont liés à toutes ces différences? C'est évidemment la communication intergénérationnelle. Les sujets sont sensibles, si on ne communique pas bien, si elle est mal adressée, cette communication, les générations vont se replier sur elle, ça va limiter les possibilités de collaborer facilement, peut-être générer des malentendus qui amèneront à des conflits, simplement parce que les attentes ou les incompréhensions sont trop fortes. Mais vis-à-vis d'un client, c'est la même chose, c'est-à-dire que si on n'adapte pas son offre dans tous ces métiers, dans les métiers d'avocat notamment, si on n'adapte pas son offre à son client en mode de travail, en termes d'attente de service ou de canal de communication, on risque aussi de se mettre des freins dans l'efficacité de la relation commerciale. Et sur la motivation des équipes, évidemment, quelqu'un qui ne se sent pas reconnu, qui n'a pas la sensation d'être compris, il ne va pas rester. Que ce sera très compliqué de recruter quelqu'un dans ces conditions-là, et d'autant plus les jeunes générations qui sont très sensibles à leur environnement de travail et à cette ouverture et cette inclusivité dans l'entreprise. Donc voilà, les défis sont grands, sont importants, essentiels même, et donc il y a 2 axes pour pouvoir essayer de travailler sur cet enjeu. Le premier axe qu'on met en avant, c'est un axe d'intelligence émotionnelle, justement, tu en parlais, c'est-à-dire une attitude qu'on peut s'appliquer à soi-même et des compétences qu'on peut travailler pour évoluer et s'améliorer. Et ces 2 compétences qu'on met en avant, qui favorisent l'ouverture intergénérationnelle, c'est l'empathie et la flexibilité. L'empathie, on en parle beaucoup, c'est un mot qui paraît parfois un peu gnangnan, en fait, il est essentiel puisque c'est ce qui permet la relation entre les humains. Et comment on développe son empathie? Donc l'intérêt, évidemment, c'est de se mettre à la place de l'autre. Et comment on développe cette empathie? C'est d'abord en se décentrant, c'est-à-dire qu'à chaque occasion d'interaction ou de contact, on peut analyser la problématique qu'on veut adresser à l'autre de 2 manières. L'une en l'analysant du point de vue de la génération de la personne en face, et l'autre en l'analysant du point de vue de l'individu. Donc ça veut dire, on se dit, vis-à-vis de cette décision que je dois prendre avec mon collaborateur, est-ce que une génération Y peut adhérer à ce point de vue, et ensuite est-ce que Kevin peut adhérer à ce point de vue. Donc on a vraiment besoin de croiser l'âge avec ce qu'on connaît de la personne. Mais pour développer son empathie, évidemment, il faut de la curiosité, il faut s'intéresser à l'autre, lui demander ce qui le motive, ce qui l'intéresse, en tant qu'individu, pas en tant que représentant de sa génération, et valoriser sa singularité, c'est-à-dire bien considérer qu'il a des besoins qui ne sont pas dépendants ni de son âge, ni
de sa communauté. Et la deuxième compétence à développer, c'est la flexibilité. Alors, évidemment que si tout le monde développait cette flexibilité, on vivrait mieux. C'est ce qui évite tous les conflits, les malaises, cette souplesse pour s'adapter dans un monde qui est très changeant. Et comment on travaille la flexibilité, c'est au quotidien, avec des petits efforts, et notamment de tolérance et d'ouverture. Donc, quand on parlait des canaux de communication, et qu'on montrait que ça te demandait un effort d'utiliser une messagerie interne, si tu fais cet effort, évidemment, régulièrement, non seulement il te coûtera moins, mais tes collaborateurs l'apprécieront d'autant plus, et ça diffuse une attitude d'ouverture générale autour de soi. C'est très contagieux, l'ouverture d'esprit. Ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte autour de soi tous les styles d'apprentissage. Selon les générations, certains vont préférer apprendre en étant mentorés, en étant pris en main. Peut-être que d'autres personnes préféreront être formées en ligne. Selon chaque génération, arriver au même niveau de professionnalisme peut passer par des styles d'apprentissage différents. Enfin, il faut rester ouvert à l'innovation, c'est-à-dire tout simplement se dire qu'il peut y avoir d'autres approches alternatives à la nôtre et qu'il y a d'autres voies. Alors, nous avons une question d'un participant qui dit « En quoi puis-je utiliser comment utiliser ces informations pour les adapter correctement à mon travail ?» Je vous demande si vous avez un cas concret à partager avec nous. Les adapter concrètement à votre travail. J'imagine que vous parlez de comment mieux échanger avec des collaborateurs. Oui, en fait, ce qu'on va voir dans le slide suivant, c'est des bonnes pratiques qui viennent du terrain, qu'on a remontées. Donc, c'est ce que je vais présenter là. Comme ça, on sera un peu plus concret. Ouais. Et puis ensuite, on pourra parler d'exemples encore plus concrets si c'est nécessaire. Voilà. Quand la question est comment gérer ma relation avec les clients et collaborateurs. Donc, on écoute les exemples et puis on pourra après, tu pourras revenir là-dessus. Oui, bien sûr. Formidable. Donc, ça, ce sont des stratégies qu'on a en coaching, qu'on rencontre souvent dans les entreprises où on coach et qui sont des stratégies qui fonctionnent. Évidemment, chacun a son environnement et ses enjeux et en interaction avec toutes sortes de personnes. Mais là, on a des actions concrètes qui fonctionnent en tout cas. Et le premier pilier de ce qui permet de valoriser l'intergénérationnel, c'est la sensibilisation. Ça veut dire que les entreprises où on sensibilise l'équipe à l'inclusion, en termes de génération, par des formations, par des ateliers, se retrouvent à être tout simplement plus performantes, puisqu'on évite beaucoup les conflits et qu'on favorise beaucoup la communication. Donc ça passe par l'exemplarité, ça veut dire que si chacun encourage le respect, la compréhension mutuelle, pose des règles, où on peut éviter des remarques, disons les jeunes, des remarques de stéréotypes ou de l'expression de stéréotypes, finalement, dans une culture d'entreprise, on va arriver vers quelque chose qui est plus proche d'une excellence et d'une ouverture que d'un endroit où les stéréotypes sont acceptés. Donc, voilà, déjà, il y a l'exemplarité, c'est-à-dire ne pas se mettre à diffuser ces stéréotypes et donc en prendre conscience. Peut-être comme entre les hommes et les femmes. Oui, bien sûr. Pendant des années où il y avait des réflexions que maintenant on ne fait plus. Les remarques sexistes, les remarques racistes, l'agisme, en fait, tout ça, ce sont des stéréotypes. Et dans les entreprises, il suffit d'imposer des règles et de retenir ou de corriger ces remarques-là de manière à ce qu'elles ne se diffusent plus, qu'elles soient plus acceptées. Donc ça, c'est une première étape qui est très importante. Une autre manière de valoriser l'intergénérationnel, c'est simplement de prendre en compte les besoins et les préférences de chaque génération. Donc, quand on met en place un nouveau système de communication, interroger l'équipe, interroger les clients, interroger les collaborateurs pour savoir si les modes de communication leur conviennent, s'ils sont compréhensibles, voilà. Mais que chacun se sente pris en compte dans les changements, dans les innovations. Alors, il y a une autre question. Merci beaucoup, Maître. Comment motiver les personnes, tu réponds peut-être après, mais je te la relais, puis tu verras après. Comment motiver les personnes les plus jeunes à travailler, non pas en fonction d'un horaire, ce qui était peut-être plutôt notre génération, mais quand nous étions jeunes, mais plutôt en fonction du résultat. D'accord. Ça, c'est une très bonne question. La question, bon, peut-être on la prend après, si ça va, comme ça on bascule, on fait les 3 gros piliers des stratégies de valorisation, puis on va répondre à ça, c'est une très bonne question. Le deuxième pilier, c'est utiliser évidemment une communication adaptée selon les préférences de chaque génération, donc proposer une variété d'outils. Ça veut dire qu'on peut faire des entretiens face à face pour les boomers et en même temps avoir une messagerie interne instantanée pour les plus jeunes. Ce qui est important, c'est que chacun s'y retrouve, que chacun soit à l'aise dans l'environnement. Et donc, pour que chacun soit à l'aise, la formation est essentielle.
pour que le niveau d'efficacité de chacun soit au top sur ces outils. Et donc même le mode de formation est essentiel. Ça veut dire que si certains sont à l'aise en e-learning et d'autres en formation en physique, peut-être il faut pouvoir proposer les deux. Et puis la communication, c'est aussi d'être en mesure de faire un feedback constructif et d'encourager l'écoute active entre chacun des membres de l'équipe, et donc voilà, de favoriser le dialogue. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est de valoriser les compétences. Donc peut-être que c'est là où on arrivera sur la question de la personne que tu viens de me citer, en créant des opportunités de collaboration transversale. Ça veut dire qu'en fait, pour motiver un jeune qui est orienté, qui n'est pas orienté résultat, il faudrait évidemment qu'il comprenne l'intérêt de son résultat. Et souvent, c'est les générations les plus âgées, qui sont les plus seniors, qui sont capables de lui expliquer, simplement parce qu'elles l'ont vécu, parce qu'elles connaissent leur marché, parce qu'elles connaissent les enjeux. Et donc l'idée, ce serait d'aller créer des espaces de dialogue intergénérationnels entre des personnes seniors ou plus juniors, ou plus expérimentées et moins expérimentées. Donc ça, soit c'est du mentorat, et donc on crée une relation, par exemple des binômes entre des seniors et des juniors, ou on fait du mentorat inversé, ça c'est intéressant et c'est à la mode, on a fait ça aussi du reverse mentoring. C'est un jeune qui va aller expliquer à un plus senior quel est l'intérêt d'utiliser une plateforme de communication rapide, qu'est-ce qu'il y trouve, quel est son avantage. Et donc, on déstabilise les relations classiques du senior qui est sachant et du junior qui est non expérimenté en imposant une relation inversée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très efficace, qui fonctionne très bien, parce que tout le monde apprend, tout le monde est content, finalement, on est humain, on aime bien ce type de relation un petit peu surprenante. Donc pour répondre à la question que tu as reçue, comment sensibiliser un plus jeune au résultat, ça peut être une solution, c'est le mettre en binôme avec quelqu'un qui serait plus expérimenté, créer une relation forte entre les deux, un espace de dialogue, pour que le jeune puisse exprimer ses doutes, que la personne la plus senior puisse exprimer ses intérêts, et que le partage des deux soit bénéfique. Très bien, merci beaucoup. Oui, nous utilisons une autre avocate. Oui, nous utilisons souvent les jeunes pour nous apprendre les nouvelles technologies ou les nouveaux modes de médias. Voilà, bah c'est exactement ça. Bah ça, c'est très, très bien. Ça valorise les jeunes, et en fait, le langage des jeunes et l'intérêt qu'ils y trouvent permettent aussi de promouvoir en fait ces outils aux plus âgés. C'est toujours des outils qui vont vers du progrès, vers plus d'efficacité, mais la manière dont on l'appréhende, la résistance au changement peut être diminuée quand c'est quelqu'un qui aime vraiment ces outils, qui les vend. Donc c'est une très, très bonne technique. Et puis notamment avec l'intelligence artificielle aussi, pour les avocats, c'est quelque chose d'intéressant. J'imagine que dans les cabinets, c'est plutôt les jeunes qui se sont penchés, qui ont regardé ChatGPT, etc. C'est peut-être plus facile pour eux que pour des générations un peu plus âgées. Voilà, tout à fait. Donc bah, c'était... Voilà, on a donc ce type d'opérations qui se font dans les entreprises qui marchent plus ou moins bien. Chaque entreprise a sa culture, doit adopter un mode de communication qui lui convient. Mais généralement, les idées se trouvent rien qu'en interrogeant les personnes. C'est-à-dire que finalement, le meilleur moyen de savoir comment valoriser l'intergénérationnel, c'est de demander aux générations leurs idées. Donc voilà, c'est là où j'allais en arriver. C'est finalement peut-être que c'est vous qui avez déjà les meilleures pratiques au sein de votre entreprise. Si vous dans votre cabinet, si vous n'avez pas encore été sensibilisé à ce sujet-là, la meilleure manière de commencer, c'est de mettre en place des espaces de dialogue, des moments pour que les générations se parlent entre elles, recueillir les besoins, recueillir les tensions qu'il peut y avoir, ou les sujets, les micro-sujets qui font que chaque génération se sent réduite à sa génération plutôt qu'à sa personne, et construire ensemble des bonnes pratiques pour échanger. Donc voilà, moi je voulais terminer sur une jolie citation de Pearl Buck, qui est que la jeunesse est une période d'apprentissage, la maturité une période de réalisation, et la vieillesse une période de sagesse, et qu'ensemble elles forment un cycle de vie complet. Donc finalement, on est complet dans son cabinet, dans son entreprise, que si on a toutes les générations et qu'elles vivent en harmonie.
Merci Louise. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions, des choses à partager? Moi, je trouvais que c'était un sujet intéressant. Nous sommes, donc je n'ai pas présenté Justifit, donc pendant que vous réfléchissez à des cas, peut-être je peux vous dire quelques mots. Donc Justifit existe depuis 2015. Donc c'est plus une start-up puisqu'on a 8 ans d'existence. C'est à la fois un site qui permet aux avocats de développer leur business ils ont une fiche sur notre site et nous avons tous les mois 1 million de justiciables qui vont sur notre site et 13 000 que nous mettons en relation avec des avocats. C'est aussi un moyen de développer leur visibilité, leur communication, puisqu'on peut créer pour eux des vidéos, des articles, et qu'on leur donne aussi cette tribune avec notre site qui est donc 1 million de visiteurs par mois. Et puis c'est une boîte à outils avec un outil qui vous permet de créer des rendez-vous, d'envoyer des liens de paiement, des pièces jointes, de créer des conventions d'honoraires, voilà, d'automatiser votre activité pour pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier. Et puis enfin, c'est une communauté avec des webinaires tous les mois, des formations, des événements, puisque pas mal d'avocats travaillent de façon isolée, donc ça peut les intéresser de se rassembler autour de différents sujets. Donc l'intergénérationnel, moi, c'est un sujet que je trouve intéressant. Bon, d'abord parce que je vois que dans les réseaux sociaux que je suis, c'est un sujet dont tout le monde parle, parce qu'il y a plein de gens de la génération X, c'est ça? Qui cherchent du travail et qui ne trouvent pas ça forcément évident. Aussi parce qu'il y a des nouveaux modes de travail qui sont plus ceux des générations Y, Z que ceux de la génération X et des baby boomers, notamment depuis le Covid. Donc nous, chez Justifit, nous avons la chance d'avoir les 4 générations. Puisqu'on a une personne, donc une baby boomer, qui était la mère de l'ancienne directrice commerciale. Donc moi, je dis tout souvent à mon équipe, parce que vous n'avez pas des parents qui pourraient nous rejoindre, parce que je suis contente d'avoir des baby boomers dans l'entreprise. Et puis on a aussi des alternants, des alternantes qui sont de cette dernière génération. Moi, je pensais qu'il y en avait même une encore après, donc je pensais qu'il y en avait 5. En fait, il y en a 4. Bien plus à l'aise que nous sur les technologies et à qui on pose souvent des questions. Et donc, c'est vrai que peut-être il y a 10 ans, quand je commençais, la génération d'après arrivait, j'entendais très souvent ces stéréotypes. On disait: «Ils veulent pas s'engager», parce que nous, on a notre génération, on a commencé notre carrière avec notre génération, avec la génération X, qui ne nous a pas fait de cadeaux. Donc on était peut-être un peu agacés de se dire: «Bah, vu tout ce qu'on a vécu, enfin, c'est le monde à l'envers. On a commencé comme ça et maintenant, en plus, on est challengés». Mais finalement, notamment l'équilibre vie pro, vie perso, et toutes ces choses-là. Et finalement, je pense que les nouvelles générations ont raison sur plein de choses. Et donc il y a plein de choses à apprendre. Donc je trouve ça très intéressant. J'essaie d'écouter, même si ça m'arrive assez souvent dans un premier réflexe d'être agacé ou de trouver ça ahurissant. Et puis après, avec les autres managers de l'équipe qui sont de ma génération, on réfléchit, on se dit: «Bon, peut-être qu'en fait, ils ont raison», et puis après on se dit qu'ils ont raison, et ça nous permet de mettre en place des choses. Probablement jamais assez, mais le plus que nous arrivons à faire. Voilà. Non, mais la phrase magique que tu as dite, c'est «j'essaye d'écouter». Quand on parle d'intelligence émotionnelle, en fait, il s'agit juste d'une tentative de faire mieux. Tant qu'on a cet esprit-là, de toute façon, ça ira mieux. Ça permet de développer son empathie, sa flexibilité, c'est ce que tu fais. Voilà. J'essaye d'apprendre, j'essaye d'écouter, j'ai une attitude d'ouverture, d'écoute, de curiosité vis-à-vis de l'autre. C'est déjà le premier pas. Alors c'est vrai, donc je ne vois pas de questions, mais je peux peut-être relayer des retours réguliers qu'on a d'avocats qui, eux, ont travaillé comme collaborateurs pendant énormément. La vie des avocats, c'est au début de leur carrière, enfin toute leur carrière, hein, mais ils travaillent vraiment comme des chiens, je pense que c'est vraiment l'expression, et qui aujourd'hui n'arrivent pas forcément à recruter des collaborateurs, parce que les jeunes diplômés n'ont pas du tout envie de passer par ces 10 ans de machine à laver, et préfèrent se lancer à leur compte pour ne pas vivre ça. Donc c'est vrai que là, on a des avocats qui se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent pas à embaucher des collaborateurs, et donc non plus je dis chair à canon, attention, hein, mais pour les aider à développer leur activité. Donc comment faire pour que ces avocats puissent recruter des jeunes collaborateurs? Et effectivement, votre question, maître, était comment les motiver par rapport aux résultats et pas à l'horaire? Puisqu'effectivement, aujourd'hui, un jeune, je ne pense pas qu'il soit OK pour travailler jusqu'à minuit, 1 heure du matin si ça ne répond pas à ses valeurs que tu as données tout à l'heure. Peut-être que c'est en reprenant ses valeurs. Qu'est-ce que Oui, tu oui, pourrais dire là-dessus? on peut revenir un petit peu sur le tableau des valeurs, des différences entre les générations. Attends, je le recherche.
Voilà, les valeurs professionnelles. Effectivement, la manière d'attirer les jeunes générations, c'est, en premier lieu, de favoriser l'environnement de travail, puisque c'est ça qui est important pour eux. Et cet environnement de travail, il doit promouvoir justement des valeurs de diversité et d'inclusion sociale. Donc parfois, c'est simplement une question de discours et de ce qu'on met en avant quand on recrute un jeune. Finalement, au lieu de lui mettre en avant, les enjeux, la pression, ou peut-être des choses plus statutaires qui sont l'efficacité, des gros clients, des choses comme ça. On peut mettre en avant un environnement de travail où le jeune se sentira bien, c'est-à-dire qu'il sera écouté, il sera considéré, on fait attention à lui, il a sa voix, on écoutera sa voix au niveau de la direction du cabinet. Donc voilà, la première chose, c'est de lui dire, tu seras bien à travailler chez nous, tu pourras exprimer. Après, ce jeune-là n'a pas de raison d'être moins performant que le même jeune il y a plusieurs générations. L'intelligence est la même, l'envie, l'enthousiasme de la jeunesse sont les mêmes, simplement ils s'expriment dans un cadre différent. Donc peut-être qu'il faut interroger son cadre, c'est-à-dire se dire le jeune a besoin, de quoi a-t-il besoin pour être heureux dans mon cabinet et donner le meilleur de lui-même. Donc c'est pas que de la communication, c'est aussi un vrai changement d'état d'esprit, un vrai changement d'écoute, d'attention à l'autre. Donc il faut des espaces où il peut s'exprimer, où il sera entendu, et adapter son environnement pour qu'il puisse travailler au mieux. D'accord. Et alors, est-ce que tu aurais dans ton expérience en tête un exemple de conflit entre deux personnes de générations différentes que tu pourrais nous raconter, sans donner de nom évidemment, et nous donner des clés sur comment tu les as aidés à résoudre? Oui, bien sûr. En fait, dans certaines grosses entreprises, on rencontre le même sujet que la personne qui t'a écrit manifeste. C'est-à-dire qu'en fait, on a des jeunes. J'ai un cas en tête très précis d'une femme qui est senior et qui est directrice d'une d'une PME, directrice générale adjointe, et qui avait un sujet de ressources humaines avec un jeune qui partait à 18h tous les jours. Et le jeune pouvait légalement partir à 18h, mais le fait qu'il exprime son droit, c'est-à-dire qu'il y ait une crise ou pas une crise, qui parte systématiquement à 18h, générait énormément de crispation, et ce qui fait qu'ils étaient arrivés à un stade où ils dialoguaient plus du tout. Et en fait, donc c'était assez dramatique, ça risquait un petit peu de monter en épingle, c'est-à-dire que le jeune commençait à s'interroger sur le fait de se mettre en arrêt maladie, risque psychosocial, d'aller déclencher une procédure parce qu'il était en très gros malaise, il vivait très très mal cette situation. Et parce qu'elle lui faisait des réflexions. Oui, c'est ça. En fait, dans certaines entreprises, les décisions se prennent parfois à 18h30 ou 19h. Et donc, il se passait des choses quand le jeune était parti, et le lendemain, on reprochait à ce jeune de ne pas avoir été là au moment où il se passait des choses. Donc, c'était une situation un peu ubuesque où on lui disait, mais de toute façon, j'avais terminé ma journée. On ne pouvait pas lui dire qu'il était censé être là, mais il se trouve que dans la vitesse à laquelle allait l'entreprise, il aurait dû être là. Donc c'était une situation qui pouvait pas fonctionner, ils n'arrivaient pas à dialoguer. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette dirigeante s'est fait coacher. C'est comme ça que j'ai du coup eu connaissance de ce sujet. Et on a beaucoup parlé on a beaucoup échangé autour des valeurs de cette femme. Qu'est-ce qui était important pour elle? Et pour elle, la valeur travail, c'était sa valeur première. C'est-à-dire qu'il fallait travailler à son maximum pour mériter son salaire, pour mériter son titre, pour mériter de travailler dans cette entreprise, etc. Et en fait, petit à petit, on a compris que cette valeur travail n'était pas la même selon les générations. Elle s'est un petit peu ouverte en comprenant que ce jeune n'avait pas l'intention de ne pas travailler, il n'était pas paresseux, c'est juste qu'il travaillait autrement, qu'il était autrement efficace. Et donc, elle a simplement intégré qu'il avait un référentiel qui était différent et qui était lié à la société dans laquelle il était né, au contexte de sa génération. Et en s'ouvrant, elle a accepté de discuter avec lui. Et en fait, voilà, ça s'est très vite fait. C'était deux personnes intelligentes. Quand le jeune a vu l'attitude d'ouverture nouvelle de cette femme, il s'est détendu. Ils ont parlé, il a exprimé. Puis finalement, il a commencé à rester un peu plus longtemps. À 18h30, il était encore là. À 19h30, il était encore là. Et il est toujours dans l'entreprise. Et donc, c'est un cas un peu classique finalement. Elle a fait un pas vers lui, et lui, il a pu trouver la place pour se développer, et il a été remotivé, il s'est senti
écouté, et maintenant c'est un salarié tout à fait engagé dans l'entreprise. C'est un changement, voilà, d'état d'esprit qui a permis en fait l'amélioration de la résolution de ce conflit. D'accord. Intéressant cet exemple. Est-ce que tu en auras un autre de conflit où ça ne s'est pas résolu peut-être Ah voilà, une grosse partie de ces conflits-là ne se résolvent pas. Et puis quand on voit dans l'autre tableau la relation au travail de la génération Z, il suffit d'un tout début de conflit parfois pour que ces jeunes partent. Donc le gros turnover qu'on rencontre avec cette génération Z, c'est juste qu'ils ne veulent même pas prendre le temps de résoudre ce conflit-là. Ah, je sens un peu de jugement. Non, non. D'accord. Non, pas du tout, mais ça veut dire qu'il faut, il est nécessaire d'anticiper maintenant cet état d'esprit des jeunes qui n'ont pas envie d'avoir des conflits au bureau. Dès qu'ils ont un conflit, ils s'en vont. Donc, si possible, évitons les conflits. D'accord. D'accord. Alors, peut-être en présentant aux gens des équipes, tout simplement. Alors, nous allons vous envoyer le replay de ce webinaire. Vous pouvez le diffuser ou l'envoyer aux personnes de votre équipe, ce qui montrera que c'est un sujet auquel vous êtes sensible et qui leur permettra, si vous n'êtes pas de la même génération qu'eux, de vous comprendre, que vous soyez plus âgé ou plus jeune, peut-être. Oui, merci, très bien. Mais ça peut être voilà. Donc nous, après chaque webinaire, nous rédigeons un article que vous pouvez retrouver sur notre blog Maîtrise pour Justifit, dont nous vous enverrons le lien. Donc il y aura un article avec les points principaux de la présentation de Louise, le replay du webinaire. N'hésitez pas à le transférer, à regarder. Puis vous trouverez aussi sur notre site Maîtrise pour Justifit le replay de tous les webinaires que nous avons fait dans le passé, aussi bien sur des sujets business que bien-être, que relationnel, enfin voilà, plein de sujets différents. Donc si vous avez encore une question, on a encore un petit peu de temps. Est-ce que Louise, tu as quelque chose à ajouter ou pas? Moi, j'aime beaucoup la mise en place de programmes de mentorat. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Mentorat intergénérationnel ou mentorat pour notamment la prise de confiance en soi des femmes. C'est vraiment une démarche qui est très vertueuse dans les entreprises, là où je les vois implémenter. C'est-à-dire vraiment l'organisation de binômes diverses, en fait, donc hommes-femmes ou jeunes seniors, ou voilà, et que ce soit un programme qui soit porté par la direction d'entreprise avec une vraie volonté de faire changer l'état d'esprit. Ça donne confiance à ces communautés qui peuvent se sentir mal écoutées, et c'est vraiment vertueux, et c'est vraiment pas si compliqué à faire. Donc voilà, j'encourage à mettre en place ce genre de programme, des programmes de mentorat, même à petite échelle, ça fonctionne très bien. C'est pas compliqué et ça a beaucoup d'effets positifs. Donc, programme de mentorat, c'est un duo avec des guidelines, des sujets dont, par exemple, 10 séances et première séance, vous parlez de tel sujet, deuxième séance, ou juste laisser les personnes seules C'est pas obligé d'être si encadré. C'est intéressant de l'encadrer quand on est très nombreux et qu'on est dans des grosses structures, mais on peut imaginer dans un cabinet de 10 personnes que les volontaires pour être mentor et les volontaires pour être mentorés disposent d'un espace physique et de temps sur leur temps de travail pour se retrouver à deux et avoir des espaces de confiance. C'est-à-dire que c'est là où le mentoré va pouvoir dire « moi, en tant que jeune, je ne me sens pas écouté sur ce sujet-là », et le mentor pourra lui faire part de la manière dont lui l'a vécu quand il était jeune, et puis de ce qu'il mettrait en place à sa place, comment encourager le jeune à prendre sa place, peut-être comment lui donner des techniques pour que, au lieu d'attendre d'être écouté, il prenne la parole, par exemple, ça peut être un moyen. Donc c'est des espaces de confiance, et l'avantage c'est que ça crée des binômes, une grosse complicité entre deux personnes, donc ça renforce énormément la culture d'entreprise, ça renforce la dynamique de groupe. Donc indépendamment du management. Parce que ce que tu décris pour moi c'est un manager, mais non. Non, indépendamment du manager. Tout à fait. Le mentorat, ça se fait entre deux personnes, l'une est en demande et l'autre est prête à donner. D'accord. Ok, super. Le management a simplement son rôle de sponsor de ce programme, de manière à ce qu'il puisse être hébergé en toute liberté. Mais voilà, tout ce qui se passe en séance de mentorat, ça reste confidentiel. Donc ça peut être 1 heure par mois, 1h30 par mois, entre deux personnes qui échangent sur... voilà, c'est un lieu d'expression et de dialogue, tout simplement. Très bonne piste, très bien. Merci beaucoup Louise. Merci Pauline. D'être intervenue. Merci à vous d'avoir participé.